Bonjour, je m'appelle Jules. C'était pour vous demander, est-ce que vous vous êtes approché de différents animaux? Oui, on s'est approché de différents animaux. On a eu la chance de pouvoir mettre le pied à terre et donc de s'approcher de manchots, de différents manchots, et aussi d'otaries, d'autres petits oiseaux, dont je ne me souviens plus exactement le nom. Et oui, voilà, des manchots comme ça, on en a vu quelques-uns. Et ensuite, on a vu des baleines qui sont venues vraiment très proches du bateau et des dauphins qui, pendant qu'on remontait de l'Antarctique, sont venus jouer vraiment très très proche du bateau. C'était vraiment sympa. Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai une question de la classe de Stéphane Cheron qui demande comment vous avez pu vous retrouver à faire cette expédition sur le bateau Tara. Bonne question. Vas-y, commence. Je commence. Moi, je me suis retrouvé à faire cette expédition-là un petit peu par hasard parce que la personne qui devait être sur le bateau pour l'expédition en Antarctique a eu des problèmes avec ses papiers et a pas pu venir. Donc, ils m'ont appelé un peu en dernière minute pour le remplacer. Donc, je suis arrivé un petit peu en retard pour le départ, mais la goélette m'a attendu et donc je suis arrivé sur l'expédition. Ah ben, on l'a attendu là, exactement. Ben Sur voilà, cette photo, sur à cette Media photo, Luna. ils étaient en train de m'attendre pour que j'arrive. Et donc, le temps que j'arrive, et je me suis retrouvé sur l'expédition en Antarctique, alors que j'étais pas prévu là. Voilà. Et moi, je suis sur Tara parce que je travaille avec les données que prend Tara en général dans mon labo de recherche. Et donc, sur cette partie-là, Tara, le but, c'était d'étudier les métaux qui sont en très petite quantité dans l'océan. Et comme j'ai été formée pour faire ce type de mesures, on m'a demandé si je pouvais venir à bord pour faire ça. Très Moi, bien, j'ai merci. peut-être pas complètement répondu à la question, mais moi, je travaille pour la fondation Tara Océan. Donc, je travaille comme les marins pour la fondation. Donc, quand il y a besoin d'un ingénieur océanographe à bord, c'est moi qui viens à bord pour m'occuper des instruments qu'on met dans l'eau pour les mesures ou pour récolter des échantillons. Très bien, merci beaucoup pour cette petite précision. Bah, comme ça, c'est bien. Vous voyez deux scientifiques, deux profils différents. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Frédéric Maillard. Ouais. Alors, est-ce que vous nous entendez? Ça a l'air de fonctionner. Oui, on vous entend. Vous pouvez vous présenter et poser votre question. Bonjour, je m'appelle Ruben. Je suis dans l'école François Guilbault et j'avais cette question. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de dommages techniques? Beaucoup de quoi, pardon? J'ai pas entendu. De De dommages dommages Technique. techniques. techniques. C'est ça, dommages techniques. Est-ce qu'on rencontre beaucoup de dommages techniques? On en rencontre quelques-uns, mais à bord, qui est dehors par ici, on a Loïc qui est le chef mécanicien. Et donc, son boulot, c'est de réparer tous les dommages techniques et tous les problèmes et de les anticiper le plus rapidement possible. Et voilà, ça, c'est Loïc. Loïc qui répare les problèmes. Et Batorama pourra peut-être en dire plus, mais par exemple, un des problèmes qu'on avait à bord, c'était que le gasoil qu'on a pour faire marcher les moteurs, il n'était pas adapté au froid. Et donc, au départ, il n'y avait pas de chauffage sur le bateau, donc il faisait très froid. Et Loïc a réglé le problème. Il vaut mieux dans ces conditions-là. Oui, après les problèmes techniques qu'on peut avoir pour les instruments de science ou autres, après, justement, moi, c'est un petit peu mon rôle, comme Loïc s'occupe de toute la partie du bateau pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Moi, je veille pour les instruments de science à ce qu'il n'y en ait pas. Donc, à faire attention que tout soit en bon état et quand il y a un problème, de le réparer le plus rapidement possible pour éviter on va dire, de freiner la science. D'accord, très bien. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à ta question. Alors maintenant, j'ai une question à l'écrit de la classe de Virginie Delienne qui demande quel est votre endroit préféré pour l'instant pendant l'expédition. L'endroit préféré Pendant l'expédition. Pendant l'expédition? C'est-à-dire sur le trajet, l'endroit qu'on a préféré?
Oui, est-ce que toi, du coup, Léa, tu as fait que l'Antarctique, Thomas, tu as fait plusieurs parties, donc est-ce qu'il y a un endroit qui t'a plus marqué, par exemple? Ou même Léa, tu vois, un endroit qui t'a plus marqué en Antarctique, ou alors est-ce que c'était la Manchotière, l'île de la Déception, voilà, un endroit qui vous a plus marqué. Ouais, la Manchotière, c'est quelque chose moi qui m'a bien marqué parce que c'est quelque chose que je connaissais pas, que j'avais jamais vu et même si on le voit de temps en temps sur des images, le voir en vrai et surtout de sentir l'odeur de la Manchotière, ça c'est quelque chose qui est très marquant parce que ça sent très fort le guano. Euh, Moi, j'avais fait 2 parties. Je suis montée 2 fois sur Tara. La première fois, c'était entre la Martinique et l'Amazone, donc vraiment plus les tropiques, le Brésil, etc. Et ici, en Antarctique. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était l'iceberg qu'on a étudié. Et c'était vraiment très impressionnant. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Fabienne Tinceau. Ah, oui, oui. Bonjour. Bonjour. Vas-y, ta question. Est-ce que vous êtes déjà allé dans l'eau? Oui, alors pas en Antarctique. Mais sinon, oui, comme quand on était au large du Brésil, un moment où on avait un petit peu de temps, le bateau met une bouée à l'eau et tout le monde saute à l'eau pour prendre un bain, pour se détendre un peu. Et donc ça, c'est un petit moment de détente qu'on peut avoir quand l'eau est suffisamment chaude. En Antarctique, ça aurait peut-être pas été une très bonne idée. Mais... On avait L'eau moins devait envie de être se un peu baigner. froide. J'imagine. Et on a une question d'ailleurs sur l'Antarctique de la classe de Mathilde Billa, qui demande si vous avez vu beaucoup d'icebergs. Oui, on a vu beaucoup d'icebergs. On a eu la chance de même se promener au milieu d'un, on pourrait dire presque un champ d'icebergs. Quand on repartait d'une station pour aller vers une autre, il y avait beaucoup d'icebergs tout autour de nous. Et donc Tara faisait un peu du slalom au milieu des icebergs, comme si on faisait une visite d'iceberg. C'est vraiment très beau. Il y a tout le temps des icebergs. Et donc, même la nuit, par exemple, c'est assez dangereux parce que les marins qui conduisent le bateau, on voit moins les icebergs, on les voit au dernier moment. Et donc, il y en avait tout le temps. Et donc, il fallait toujours des gens très éveillés et très concentrés pour pouvoir naviguer entre les icebergs de jour et de nuit. Parce qu'il y a les très gros qui se voient quand même de loin, parce que c'est des masses importantes. Et puis on a des beaucoup plus petits, Un peu comme sur la photo, qui sont très bas et donc très bas sur l'eau. Et donc ça, c'est plus compliqué à voir quand on est dans le bateau en train de faire la navigation. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Effectivement, ça n'a pas dû être simple. Alors, on va aller dans la classe maintenant de Xavier Bourguignon. Est-ce que vous nous entendez? Voilà, ça doit fonctionner. Bonjour. Bien fort. Bonjour. 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 Je m'appelle Charlotte. Je viens de l'école Saint-Ouen. Est-ce que vous avez déjà croisé des requins? Salut Charlotte. On n'a pas croisé de requins parce qu'en Antarctique, ils se plaisent pas trop. On aurait pu croiser des orques par contre, mais on n'a pas eu la chance de croiser d'orques. On a vu plutôt des dauphins et des baleines. Mais Voilà. ensuite, sur d'autres parties de la mission, ils ont vu des requins, ça c'est sûr. Nous, on n'en a pas vu nous-mêmes, mais les membres d'équipage en ont déjà vu plusieurs fois. Oui. En Antarctique, il n'y en a pas trop, mais par exemple au Brésil, là, il y avait beaucoup de requins. Oui. Ouais, malheureusement, je suis désolée, j'ai pas de photos de requins, j'ai que des photos de baleines pour une prochaine fois. Alors, maintenant, on va aller dans la classe de Sabine Dizel-Perret pour une autre question. Donc, on vous écoute. Ok, bonjour. 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 On vous pose la question, quelles sont les observations effectuées dans dans cette région du monde? Alors, Alors, quelles les sont les observations, observations?
Donc, les observations, on peut peut-être juste commencer par le côté scientifique, un petit peu ce que nous, on est venu échantillonner, qui est principalement, c'est de l'eau de mer, pour regarder un petit peu la biologie qu'il y a donc dans les eaux en Antarctique. Donc les toutes petites algues, les tout petits animaux, un peu comme le krill. C'est ça, Exactement, celui comme qui est au ce qu'il y a milieu. sur la photo. Donc c'est ça qu'on est venu échantillonner, et Léa était là aussi pour échantillonner de l'eau pour essayer de voir la quantité de fer, de toutes petites particules de fer qu'il y avait dans l'eau. C'est ça, parce que les petits animaux et petites algues, donc sur la photo que vous avez là, sur la partie gauche, c'est plutôt des petits animaux, et celui en bas à droite, c'est une petite algue. Et donc, tous, ils ont besoin de certains éléments pour exister, comme le fer. Et donc, en Antarctique, en fait, ils peuvent pas grossir, ils peuvent pas grandir parce qu'il n'y a pas beaucoup de fer. Et donc, l'une des mesures à bord, c'était de regarder cette partie-là, cette partie biologique, mais de regarder aussi ce dont la biologie a besoin pour se développer, et donc quel était le rôle du fer là-dedans. Ah mince. Est-ce que c'est avec l'instrument que je présente, qui s'affiche sur la photo, ou pas du tout, le fer, ou c'était avec une Oui. rosette spéciale? Ouais, c'est ça? D'accord. Les deux. On a une rosette spéciale parce que en fait, le fer dans l'océan, il est vraiment, c'est des quantités, c'est infime, quoi. C'est des toutes petites traces. Et donc, si jamais on met une barre de fer dans l'océan avant, on a contaminé tout ce qu'on tout ce qu'on cherche à mesurer parce que c'est vraiment tout petit. Donc, ce qu'on fait là sur cette photo, c'est qu'on a une canne en plastique, un peu comme une canne à pêche. Donc, il y a 0 fer dessus. Et on met un petit échantillon au bout. Et ensuite, on va pêcher le plus loin possible du bateau, parce que le bateau, il n'est pas en fer, mais parfois, il peut avoir un tout petit peu de fer. Donc, on avance et on pêche à l'avant du bateau, donc l'eau qui n'a pas encore touché le bateau, avec cette canne à pêche, pour pouvoir mesurer le fer dans cette petite bouteille-là. Et ensuite, on a une petite rosette qui est faite exprès. Et donc, Thomas et moi, on y travaille tous les jours dessus en ce moment, pour pouvoir avoir cette quantité de fer, mais pas que à la surface, regarder à d'autres profondeurs. Et donc, pour ça, on a besoin de bouteilles qui vont attraper l'eau dedans, de différentes profondeurs. Donc, c'est une rosette un petit peu comme celle-là, mais plus petite et spécialisée pour mesurer le fer. C'est-à-dire, sur celle-là, il y a du fer, par exemple, donc ça ne marcherait pas. Mais donc, on en a une qui est sans fer pour pouvoir mesurer le fer. D'accord, très bien. Bon, je suis désolée, j'ai pas de photo de la rosette Géotrace sans fer, mais voilà, vous avez une idée de ce que c'est la rosette. Alors, du coup, maintenant, j'ai une question de Louis dans la classe d'Émilie Berrier-Séraphin. Alors, peut-être que vous pourrez y répondre. Et sa question, c'est comment est-ce qu'on devient capitaine? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, les marins auraient été mieux placés que nous pour répondre, mais je pense que pour être capitaine, il y a plusieurs façons de le faire. Il doit y avoir en passant par les écoles de la marine marchande qui forment du personnel navigant. Et après plusieurs années, après avoir fait un certain nombre de temps sur le bateau, on augmente en grade, on va dire, jusqu'à arriver au grade de capitaine. Et ensuite, il y a d'autres formations, des formations autres que la marine marchande qui permettent d'apprendre à gérer un navire et donc de devenir capitaine. Donc, Mais notre capitaine à bord, il a fait l'école de la marine marchande pour devenir capitaine. Très bien. Eh bien, merci. J'espère que ça répond à ta question, Louis. Alors, on va aller dans la classe de Cyril Petit maintenant. Après, on fera un petit quiz. Alors, donc, dans la classe de Cyril Petit, est-ce que vous nous entendez? J'active votre son. Alors, ça a l'air de fonctionner. Vous nous entendez? Alors, le micro est vert, mais je ne vous entends pas. J'imagine qu'il y a un petit souci dans la sortie du son, parce que ça a l'air normalement de fonctionner. Donc, je vous invite à poser votre question à l'écrit. Je la poserai à votre place à Léa et Thomas, et puis on réessayera un petit peu après. Et en attendant, on va aller dans la classe, dans l'école de Saméon. Donc, alors, j'espère que votre micro va fonctionner. J'active votre son. Vous êtes à l'école de Saméon, je connais bien Saméon, j'ai des amis qui habitent là-bas. Ah, bah, j'ai une école. Du coup, vous pouvez vous présenter. Et donc, le son a l'air de fonctionner dans l'école de Saméon. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Victor et je fais partie de la classe de Saméon.
Et j'avais une question, combien de kilomètres mesure la banquise? Oh, alors ça, c'est une grosse question. Bonne question. La banquise, elle varie entre l'été et l'hiver. Et là, nous, on y était en été et on ne s'est pas beaucoup approché de la banquise. Mais pour répondre, la banquise, dépendamment de où on est, ça peut faire jusqu'à 200, 300 km de long. Et à d'autres endroits, elle va être toute petite et ça va faire même pas 20 ou 30 mètres. En fait. Ça dépend vraiment de où on est, mais ça peut être très très étendu. À certains endroits, ça peut être très très étendu. Et en Antarctique, la différence entre l'Antarctique et l'Arctique, c'est que comme l'Antarctique c'est un continent, la banquise c'est que la partie qui va être sur la mer avant d'avoir le continent. Donc si tu regardes toute la partie glacée de l'Antarctique, là tu en as vraiment pour des centaines de milliers de kilomètres. Mais il y a une grande partie qui est sur terre et la partie qui est sur mer, ça va plutôt être centaines de kilomètres, 1000 kilomètres en hiver. Ouais. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Alors, Cyril Petit, donc j'attends votre question à l'écrit. Et en attendant, on va aller en Italie, dans l'Institut technique Vico de Vivo Agropoli. Donc, j'active votre son. Hop. Alors, voilà, ça vous envoie une petite notification du son. Il faut activer et normalement, ça doit fonctionner. Donc, en attendant, j'ai la question de Marwan, donc, qui est de l'école Sully dans la classe de Cyril Petit, et qui demande combien de morceaux de plastique est-ce que vous trouvez chaque jour? Alors, on n'en cherche pas chaque jour, donc c'est un peu compliqué à répondre, mais on a déployé plusieurs fois un filet qui s'appelle un filet Manta, qui permet de ramasser le plastique qui est donc à la surface de l'eau. Et je pense qu'à chaque fois qu'on l'a déployé, donc on a dû le déployer peut-être 5 ou 6 fois pendant la mission, et à chaque fois qu'on l'a déployé, on a trouvé des petits morceaux de plastique dedans. Donc voilà, Et du coup, filet-là. Voilà, c'est ça. Surtout et en quand on Antarctique, est en Antarctique, qui est très loin, quand même très loin des activités humaines, on trouvait quand même du plastique dans l'eau. Là ensuite, maintenant qu'on est revenu plus proche des habitations et dans le sud de l'Amérique du Sud, sur la remontée de l'Antarctique jusqu'à Punta Arenas, on en voyait quasiment tous les jours des plastiques qui flottaient à la surface de l'eau. Il y en a moins en Antarctique, beaucoup moins, mais il y en a encore. d'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai l'impression que ça fonctionne le son à l'Institut technique Vico de Vivo en Italie. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis une prof de français langue étrangère en Italie et ma classe travaille avec une classe de Pornic en France, et une classe d'Almeria en Espagne et une classe palestinienne. Donc, on est en train de faire un projet e-twinning vraiment très intéressant qui s'appelle Mission Océan et on est en collaboration avec Tara. Nous avons étudié l'acidification des océans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos et à propos des microbiomes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire que soit utile pour nos élèves, pour l'étude de nos élèves? Merci. Donc, sur le On a microbiome, raté et juste. l'acidification Ah, c'est l'acidification, ok. Oui, je crois que c'est l'acidification des océans. Ça a coupé un petit peu, c'est pour ça, mais je crois que c'est ça. L'acidification des océans, ça c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. L'homme, il va émettre beaucoup à chaque fois qu'on prend la voiture, par exemple, où il y a vraiment beaucoup de choses, on va émettre du carbone, donc du CO2, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est ce qui participe au réchauffement climatique. Sauf que le fait qu'il y ait moins de carbone dans l'eau que dans l'atmosphère, il y a l'océan qui va aussi prendre le carbone que nous, on a émis dans l'atmosphère et qui va le mettre dans l'eau. Et ça va rendre l'océan plus acide. Et donc, il y a certaines espèces, comme une des espèces que Marine a montré sur la photo où il y a plein de phytoplancton, qui forment des petites coquilles, en fait, pour se protéger. Et c'est comme ça qu'ils existent. Voilà, celui qui est en bas à gauche, c'est un en bas à droite, pardon. C'est un coccolithophore. Et donc, en fait, il a
Ces jolies formes, ce sont des petites protections en calcaire. Et donc, quand on va acidifier les océans, ben, on va dissoudre le plancton. Et donc, ce plancton-là, il va pas pouvoir survivre, en fait. Il va pas pouvoir former sa protection. Et donc, il va mourir. Et donc, l'acidification, ça joue sur ces planctons-là qui sont vraiment nécessaires parce que eux, ils produisent de l'oxygène pour que nous, on puisse respirer. Et ensuite, ça va aussi avoir un fort impact sur les coraux qui, eux, vont avoir aussi tendance à se dissoudre. Et la deuxième D'accord. partie sur le microbiome, tu peux y aller. Et la deuxième partie, donc la question sur le microbiome, c'est toute la biologie qui est en petite quantité, en petite taille dans l'océan. Donc ça va être le plancton comme on le voit sur cette photo, les virus et les bactéries. Et dans cette mission, en fait, on s'est rendu compte qu'on connaissait très peu du microbiome marin, alors que par exemple, le microbiome terrestre, c'est comme toutes les petites bactéries qu'on a à l'intérieur de nos estomacs, le microbiote humain, on le connaît beaucoup plus. Et donc, notre but, c'est de mieux comprendre quelles sont les espèces qui sont dans l'océan, en fait, quel type de virus, quel type de bactéries, et quels sont leurs rôles sur la biologie. Voilà. D'accord, bah merci beaucoup pour ta réponse complète, Léa. Alors maintenant, on va retourner en France, on va aller dans la classe de Sabrina Glaise. Donc, on va prendre une dernière question et après, promis, on fait le quiz. Alors, Sabrina, est-ce que vous nous entendez dans votre classe? Bonjour. Bonjour. Alors, on Allez-y. t'écoute, tu peux poser ta question, tu peux te présenter et poser ta question. Je m'appelle Aïlouen. Avez-vous marché sur la banquise? Si oui, pourquoi? Alors non, on n'a pas marché sur la banquise. Et pourquoi on n'a pas marché sur la banquise? Alors, bah, la banquise était un peu loin. On n'est pas allé jusqu'au bord de la banquise. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas allé marcher sur la banquise. Parce qu'on ne s'est pas approché suffisamment proche de la banquise pour essayer d'aller marcher dessus. Ça marche, très bien. Alors du coup, il y a Mathieu qui nous a rejoint, un marin, qui va pouvoir répondre aux super. questions aussi. Ah, génial, je vous voyais pas. Ah oui, salut Mathieu. Bah écoute, je te laisse te présenter. Désolée, je te voyais pas vu que je partage mon écran. Et bah vas-y, tu peux te présenter. Là, on a 14 classes, donc de France et d'Italie avec nous. Ok, bah, je m'appelle Mathieu, je travaille du coup sur le pont du bateau comme marin. Et puis je fais aussi de la plongée, donc si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Ça marche, super. Alors, on va faire le petit quiz et ensuite, comme ça, on pourra reprendre les questions donc, avec tout le monde. Alors, donc, on va retourner sur le petit quiz de tout à l'heure, donc sur votre navigateur, le même onglet. Donc, sinon, si vous devez vous reconnecter, pareil, vous tapez menti.com et vous rentrez le code 20 02 24 75. Et donc là, vous allez avoir des nouvelles questions. Alors, la première question, c'est où se situe l'Antarctique? Est-ce que c'est au pôle Nord ou est-ce que c'est au pôle Sud? Donc là, c'est à vous de voter pour la réponse qui vous semble la plus pertinente. Donc alors, on a deux premiers... Oula, ça va trop vite. 5 votes pour le pôle Sud, 8 votes pour le pôle Sud, 9... Bon, tout le monde est d'accord pour l'instant. On a 14 classes de connectés, donc on va attendre quelques petits votes supplémentaires. Alors, on a un vote pour le pôle Nord, 10 votes, 11 votes pour le pôle Sud. Alors, est-ce que tout le monde a voté? Il n'y a plus de vote. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Alors, Mathieu, Thomas et Léa, est-ce que vous pouvez nous dire qui a raison? Est-ce que c'est le vote au pôle Nord ou les 11 votes au pôle Sud? Eh bien, c'est le pôle Sud. Voilà, c'est ça. Félicitations, 11. Pardon, je t'ai coupé, désolé, il y a un petit décalage. Ah, pardon. La différence entre l'Antarctique et l'Arctique, c'est que l'Antarctique est dans l'hémisphère sud, donc dans le sud de la planète, et c'est un continent qui est recouvert de glace, alors qu'au pôle Nord, c'est de la banquise de mer, donc il n'y a pas de continent, il n'y a pas de terre en dessous, il n'y a que de la mer. C'est ça, le pôle Nord, c'est un océan. C'est ça, exactement. L'Arctique, c'est un océan entouré de terre, alors que l'Antarctique, c'est un continent qui est entouré de mer. Alors, félicitations. Alors maintenant, autre question. Tout à l'heure, Léa vous a parlé de cet instrument scientifique.
est-ce que vous vous souvenez comment il s'appelle? Vous avez deux possibilités. Alors, soit c'est une rosace, soit c'est une rosette. Alors, à votre avis, est-ce que c'est plutôt une rosace ou plutôt une rosette? Alors, on a 4 votes, 5 votes pour la rosette. On a 2 nouvelles petites bulles qui arrivent pour la rosette. Alors, tout le monde a l'air plutôt d'accord. Il me semble qu'on avait 12 votes. Parfait. Et bien, tout le monde est d'accord pour la rosette. Vous confirmez que c'est bien la rosette à l'écran? Oui, tout à fait. C'est la rosette. La belle rosette, même. La belle rosette que vous utilisez très souvent. Oui. Ça marche. Et bien, bravo à tous. Et alors maintenant, deuxième question. Alors tout à l'heure, on a parlé d'animaux. On n'a pas trop parlé des manchots. On a parlé de la manchotière, donc l'endroit où vivent les manchots. Et donc là, vous avez deux espèces de manchots que l'équipage a vus à bord de Tara. Ils pourront vous en dire un petit peu plus. Donc il y en a un à gauche qui est noir et blanc, qui a comme un sourcil blanc avec un petit bec orangé. Et il y en a un autre à droite qui est noir et blanc aussi, mais lui, il n'a pas de bec orangé. Et puis il a un petit trait noir au niveau de la gorge. Et alors, à votre avis, lequel de ces deux manchots est un manchot à jugulaire? Est-ce que c'est le manchot qui se situe à gauche avec le bec orangé ou le manchot à droite qui a un bec noir et un petit trait au niveau de la gorge? Alors, on est à égalité pour l'instant. Alors, on a plus de votes à gauche. On a 7 votes pour le manchot de gauche, 8 et 3 pour le manchot de droite. Alors, on va attendre le dernier vote et comme ça, on demandera à l'équipage qui les a vus de nous donner la bonne réponse. Alors, la dernière classe. Voilà, ça y est, c'est bon. Alors, on a 9 classes qui pensent que c'est le manchot de gauche qui est un manchot à jugulaire. Du coup, comme on a les deux options, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de renseignements sur ces deux manchots et nous dire comment ils s'appellent? Ok, alors l'option 1 qui a été la plus favorisée, c'est un manchot papou qui se reconnaît par son bec orangé et par les taches blanches qui sont visibles au niveau de ses sourcils et derrière ses ailerons. Et l'option 2, c'est un manchot à jugulaire. Donc lui, il se reconnaît parce qu'en effet, il a ce petit trait fin au niveau, juste en dessous de la mâchoire, donc au niveau de la jugulaire en fait, d'où il tient le nom. Donc, sur cette photo, c'est difficile à voir, mais on voit que, hop, il y a un petit trait noir qui perd par ici. Et donc, ça fait partie des deux types de manchots qu'on a vus sur Tara. Et on a aussi vu le manchot Adélie, qui n'est pas sur ces photos-là, mais qui est un autre type de manchot à peu près de la même taille, qui lui est pratiquement tout noir, sauf le ventre qui est blanc. Et pour Voilà, le du reste coup, de j'ai mis en l'équipage, grand il les. me surnomme le Gorfou Macaroni parce que j'ai des grands sourcils comme les manchots macaroni. D'accord, très bien. C'est noté. Du coup, je vous ai mis à l'écran des grandes photos en plus grand des manchots à jugulaire. Du coup, on voit bien le petit trait noir sous sa gorge. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on l'appelle le manchot à jugulaire. Et l'autre, c'est le manchot papou, avec son bec orangé. Alors, donc c'est bon pour le quiz. On va continuer avec les petites questions. Alors, du coup, on a une question de la classe de David Perrin, donc de Salomé, qui demande comment vous stockez la nourriture sur le bateau. Alors, je peux répondre. Donc, le stockage de la nourriture, il se fait à plusieurs endroits du bateau. En fait, on a du frais et du sec. On a des conserves aussi. Donc, le frais est stocké sur la cale avant bâbord. Il y a 2 frigos et puis il y a des étagères. Et après, il y a du congelé aussi à côté dans un grand congélateur. Et sinon, les conserves, les bouteilles d'huile et tout ça sont stockés sous les bannettes des marins ou des équipages, c'est-à-dire sous les lits des gens qui dorment. Il y a du stockage. Il y a encore du stockage dans ce qu'on appelle le carré, qui est l'espèce de salon où on mange. Donc voilà un peu pour la nourriture. C'est à peu près tout. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Mais aussi dans un congélateur, il y a un grand congélateur où on garde aussi la nourriture. Non, ce qui est assez impressionnant, c'est que toute place de libre est utilisée pour stocker de la nourriture. Sous les canapés ici que vous voyez du carré, c'est de la nourriture partout. Sous nos lits, c'est de la nourriture. Dès qu'il y a un petit endroit de libre, ça sert de stockage. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Alors, on va retourner Alors, ah non, j'ai une classe de la
une question de la classe de Bruno Plot qui n'avait pas posé de question. Et leur question, c'est est-ce que l'Antarctique se dégrade de jour en jour? Alors, est-ce que vous pourriez préciser, est-ce qu'ils fond de jour en jour, par exemple? La courbe. Je pense que c'est ça cette la année question. en particulier. Oui, l'Antarctique se dégrade de jour en jour. Par exemple, la quantité de glace en Antarctique et de banquise fluctue. Donc, c'est moins important qu'en Arctique, mais on voit quand même une baisse de la glace en Antarctique. Et en particulier, là où on était dans une partie de l'Antarctique qui s'appelle la mer de Weddell, et donc qui est recouverte de glace la plupart de l'année. Mais l'été, il y en a un peu moins que l'hiver. Et cette année, c'était une année exceptionnelle où il y avait la couverture de glace la plus faible, c'est-à-dire qu'en fait, on voit au fur et à mesure des années qu'en mer de Weddell, il y a de moins en moins de glace. Donc, en particulier quand on y était, c'était l'année où il y en a eu Ça fait combien de temps qu'ils ont commencé à mesurer? Donc c'est pour ça qu'on disait qu'on n'a jamais vu la banquise aussi, parce qu'elle était beaucoup plus loin qu'elle était habituellement. Ça fait à peu près 40-50 ans qu'on surveille l'état de la banquise en Antarctique et qu'on voit qu'elle diminue, en particulier cette année. D'accord, merci beaucoup. Alors maintenant, on va retourner dans la classe de Frédéric Maillard pour une deuxième question. Alors, est-ce que vous nous entendez? C'est nous, hein, c'est ça? Tu viens? Ouais. Hop là. Bonjour, Margot. Vas-y, Margot. Bonjour. Là. Vas-y, fort. Avez-vous déjà vu des animaux en difficulté? Des petits manchots. Oui, on a vu quelques-uns, des petits manchots qui étaient pas très en forme et qui étaient un petit peu harcelés par les grands oiseaux, comme les skuas ou les pétrels aussi, il me semble. Et donc, on les voyait pas, ils n'étaient pas très en forme, on va dire, quand on les a vus. C'est ça, parce que les parents manchots, ils peuvent avoir 2 petits manchots, mais parfois, ils n'arrivent pas à trouver assez de nourriture pour les nourrir. Et donc, dans ces cas-là, ils ne sont pas très en forme. D'accord, très bien. Bon, on espère qu'ils se sont quand même rétablis. Alors, on va aller dans la classe de Sabrina Glaise. Alors, j'active votre son et on vous écoute pour une autre question. Je l'avais tapé, mais ça arrive. Ah, d'accord, très bien. Ah oui, vous préférez que je la pose à votre place? Non, mais c'est bon, Enzo va la poser du coup. Ça marche. Bonjour, je m'appelle Enzo. Est-ce que vous avez vu beaucoup de vagues pour arriver en Antarctique? De vagues. Oui. Je peux répondre? Alors en fait, avant d'arriver en Antarctique, on part du sud de l'Amérique du Sud, et on passe ce qu'on appelle le passage du Drake ou le détroit du Drake, qui est un endroit où il y a beaucoup de tempêtes. Et là, on a vu des grosses vagues, ouais. Surtout à l'aller. Au retour, pas trop, mais à l'aller, on a vu des grosses vagues, peut-être une dizaine de mètres à peu près. Ah oui. Après, en Antarctique, c'est plus calme. On était en mer de Weddell, on était protégé par la glace beaucoup, ou par les chapelets d'îles qu'il y a autour. Et quand on était sur la péninsule, on était aussi protégé par les îles et tout ça. Mais c'est surtout le Drake qui est où il y a le plus de vagues. Après, quand on est en Antarctique, comme il y a de la glace un petit peu partout, c'est plus rare d'avoir vraiment des grosses vagues parce que la glace va jouer un rôle d'aplatisseur de vagues, on pourrait dire, où la mer n'a pas le temps de se former pour faire des grosses vagues parce que la glace crée une restriction sur le vent et sur la houle. D'accord, très bien. Eh ben, merci pour cette précision. Alors, du coup, j'ai une question maintenant à l'écrit de la classe de Stéphane Chiron, qui n'a pas de micro, qui vous demande ce qu'il y a comme activité de loisir à bord du navire. Je réponds aussi. Alors, en général, quand même, on passe pas mal de notre temps à travailler, mais quand on a du temps libre, il y a plusieurs activités possibles. On peut lire des livres, on peut regarder des films,
Et il y en a aussi beaucoup qui jouent à des jeux de société. Par exemple, Nico, qui est juste derrière, second capitaine. Avec Thomas, d'ailleurs, on a une belle. Avec Thomas, joue aux échecs ou au backgammon. Donc, ils aiment bien jouer aux jeux de société. D'accord, On a un ça match en marche. cours avec Nicolas aux échecs qui n'est pas terminé d'ailleurs. C'est noté. Salut Nico d'ailleurs. Alors, du coup, Salut on va Marine. continuer les questions. Alors, on va aller dans la classe, dans l'école de Saméon. Hop, pour une deuxième question. On vous écoute. Bonjour, c'est l'école de Saméon et je m'appelle Océane et je voudrais savoir quelle a été votre plus grosse difficulté et imprévue. On peut parler du mouillage. Ah oui. Allez-y. Ouais. Bonjour déjà Océane. On a eu un matin où on s'est mis à l'abri d'une île qui s'appelait Paulet. Et on s'était mis à l'abri entre deux stations scientifiques parce qu'on avait un gros coup de vent qui arrivait. Et on a eu des vents qui atteignaient à peu près 130 km/h. Et le mouillage, on va dire que c'est l'ancre et la chaîne qui tiennent le bateau quand on ne peut pas s'amarrer dans un port, ce qui est le cas partout en Antarctique. Et on s'est fait surprendre, le vent était tellement fort que le bateau a commencé à ce qu'on appelle chasser ou déraper, si tu veux. L'ancre était plus assez costaude pour nous tenir au fond de l'eau. Et donc le bateau a commencé à dériver avec ces vents qui étaient vraiment très très violents. Et comme on avait mis quasiment, il me semble, 120 mètres de chaîne au moins, c'était une manip qui était très longue et qui était un peu stressante parce qu'il y avait de la glace autour et en fait le bateau dérivait et il fallait vraiment qu'on arrive à relever l'ancre avant de dériver sur les icebergs. Ouais. Et il y avait tellement de vent qu'on n'arrivait pas à tenir droit sur le pont, si tu veux. Il fallait vraiment qu'on soit accroupi et on portait des masques parce que le vent nous cinglait vraiment le visage et on pouvait communiquer que par geste parce qu'on s'entendait plus tellement il y avait de vent. D'accord, une bah autre dis donc. fois aussi, Une autre fois, on s'est retrouvé, on faisait le tour d'un iceberg et on s'est retrouvé un peu coincé parce que la glace, c'est un système dynamique et il y a deux icebergs qui se sont refermés proche du bateau et on a dû faire marche arrière et on a touché la glace et c'était dangereux pour le bateau et du coup, on s'est fait un peu surprendre. Donc ça arrive, faut faire attention, quoi. C'est aussi une zone où il y a énormément de brume qui arrive en 3 secondes. On a fait le tour d'un iceberg, l'iceberg dont parlait, un autre iceberg dont parlait Mathieu. Et il est très beau. On avait hissé les voiles pour faire quelques images. Et d'un coup, la brume est arrivée, mais en un claquement de doigts, on s'est retrouvé à plus voir à 50 mètres à l'avant du bateau. Donc dans ces cas-là, on se sert énormément du radar. Pour se diriger en fait parce on navigue à l'aveugle et on se sert de ce système qui permet qui repère en fait tous les obstacles sur l'eau et on arrive à se faufiler comme ça. D'accord, c'est des très moments bien. un peu stressants. Oui, j'imagine. Et ça me permet d'enchaîner avec une question d'Esteban et Abir qui demande si vous avez vu des bateaux échouer ou coincés dans la glace. On a vu, il y a des épaves qui sont historiques un peu en Antarctique, des vieux baleiniers qui sont échoués, auxquels on n'a pas pu se mettre à coup parce que c'est un bateau qui est à moitié échoué en fait, donc il y a vraiment toute une partie qui ressort et c'est un abri dans lequel on peut potentiellement s'amarrer. Là en l'occurrence, il y avait déjà un bateau qui était amarré à ce bateau. Mais on a pu voir des épaves et puis il y a, comme disait Mathieu, on a beaucoup de livres à bord qui relatent un peu d'anciennes expéditions et on n'a pas vu les épaves mais on était dans les zones où sont passés d'anciens navigateurs qui étaient des vrais explorateurs au 19e siècle.
mais on n'a pas vu les épaves puisqu'elles sont au fond de l'eau. D'accord, très bien, bah, merci. Alors, on va aller maintenant dans la classe de David Perrin. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. Alors, on a une question de Jules que je vais poser parce qu'il est un peu loin. Il voulait savoir si toutes les escales que vous faites sont prévues à l'avance et est-ce qu'il y a des moments, alors vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, où vous devez changer de route, qu'il y a des imprévus, quoi. Je peux répondre si vous Bah, voulez. oui. Bonjour. L'Antarctique, ça s'est divisé un peu en deux temps. Il y avait un premier temps où on était plus on n'a pas vraiment fait de science, donc on a effectivement dû annoncer un programme en avance pour pas se retrouver. Il y a énormément de bateaux de tourisme, des grands paquebots qui transportent des passagers pour le tourisme. Donc, on essaie de ne pas se retrouver les uns sur les autres sur les différents sites de tourisme, entre guillemets. Sinon, pour la partie science, là, on était complètement libre de faire ce qu'on voulait, heureusement, parce qu'on était vraiment tributaire de la météo qui était compliquée. Donc, dans ce cas de figure, un coup on s'abritait, un coup on était sur zone, on se dépêchait de faire la science, d'attendre entre deux coups de vent, et là on n'avait rien prévu à l'avance. C'est impossible de prévoir à l'avance dans ces cas-là. En tout cas, dans la mer de Weddell qui est complètement exposée, alors qu'en péninsule, on peut vraiment s'abriter plus facilement dans les îles. Et peut-être que je peux ajouter que globalement, pour le bateau en général, il y a des escales qui sont prévues, oui, avec des fois un peu de marge quand même. Ça peut aller de 24 à 48 heures, mais actuellement, on est à Punta Arenas, on est arrivé avec un peu d'avance parce qu'on a eu une bonne météo pour passer le Drake, et voilà, mais on a quand même des dates fixées et un planning à l'année. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va retourner en Italie, à l'Institut technique Vico de Vivo. Et on vous écoute pour une deuxième question. Alors, est-ce que vous nous entendez? Oui, mais je n'avais pas demandé de poser une question. D'accord, ok, ça marche. Je baisse votre main. C'est noté. Pardon, j'en profite pour vous remercier parce que c'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup à tous. Merci. À tout le monde. J'adore l'accent italien. Alors, j'ai une question maintenant de la classe de Mathilde Villa qui demande comment est-ce que vous savez la météo en avance? Bah, je pense que tu peux montrer quasiment. Ouais, je sais pas si ça va vraiment très visuel. En fait, on se sert d'Internet. Il y a un ordinateur juste derrière. Par le biais d'Internet, en fait, on arrive à télécharger ce qu'on appelle les fichiers météo. Ah oui, bah voilà. Et donc, c'est des météos qu'on prend 1 à 2, voire 3 fois par jour ici, parce que on est dans une zone, je ne sais pas si vous voyez correctement. Ouais, on voit super bien. Ok. Là, on est là, à Punta Arenas. En fait, si on dézoome un petit peu, voilà. Et là, c'est l'Antarctique. Ici, c'est l'Amérique du Sud, et là, c'est le nord de la péninsule. Et au milieu, c'est le passage du Drake dont parlait Mathieu tout à l'heure. Donc, c'est une zone où il y a toutes les grosses dépressions, enfin, toutes les dépressions qui viennent du Pacifique, avec tout leur élan, qui viennent s'agglutiner ici, ce qui fait que ça génère des vents vraiment très, très forts. Donc, pour passer de l'Amérique du Sud jusqu'en péninsule, il faut vraiment choisir un créneau où on a le vent plutôt favorable, un vent qui va, quand on descend, qui va plutôt qui va souffler du nord-ouest et qui va nous pousser. Et quand on est remonté il y a une semaine, on a attrapé des vents plutôt de sud-ouest qui nous poussaient vers le haut. Et donc ça, on prend des météos régulièrement pour nous faciliter la tâche. Et ça, c'est vraiment une chance. Maintenant, quand on imagine les explorateurs du 9e siècle qui n'avaient pas du tout de moyens de connaître la météo en avance, ça générait des situations dangereuses, je pense. Nous, on a cette chance-là. Ça passe par le satellite et c'est un fichier qui nous donne d'heure en heure, enfin de 3 heures en 3 heures, les informations du vent, de la mer, tout ce qu'on a besoin pour naviguer. Toutes les petites flèches que vous voyez là, il y a une direction et une intensité.
Les couleurs, par exemple, aussi, Ouais. c'est l'intensité du vent. Plus ça tire vers le rouge mauve, plus le vent est fort, et plus c'est vers le bleu, plus c'est tranquille. D'accord, bah merci beaucoup pour la petite réponse illustrée. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Xavier Bourguignon pour une deuxième question. Est-ce que vous nous entendez? Alors, est-ce que vous nous entendez dans la classe? Oui, ça marche. Alors, on vous écoute pour votre question. Jade. Bonjour, je m'appelle Jade. Est-ce que le Covid vous a embêté pendant votre croisière Pour votre parcours. Voilà, pendant votre parcours? Oui, comme ça embête un petit peu tout le monde depuis 2 ans, on va dire. À bord, je ne penserais pas pendant cette mission-là, mais je pourrais laisser les marins en parler. C'est la première fois qu'on a le droit, ça fait 3 fois que j'embarque là sur cette mission. Et l'année dernière, quand on est arrivé à Punta Arenas, on n'avait pas le droit de débarquer du tout à cause du Covid. Donc on a, après un mois en mer, on a dû rester au mouillage isolé. On n'a pas du tout eu le droit de débarquer, par exemple. Là maintenant, la situation a évolué, donc mais il a fallu qu'on fasse il existe le pass sanitaire en France et en Europe. Mais les Chiliens ont aussi demandé à ce qu'on fasse un autre pass sanitaire local. Donc, c'est beaucoup de paperasse et c'est du stress aussi. À chaque fois qu'il y a des rotations, qu'il y a des embarquants, des débarquants, on n'a pas le droit de voyager si on a le Covid. Donc oui, c'est contraignant. Ouais. Même pour faire des courses, quand on n'a pas le droit de débarquer, on est obligé de passer par quelqu'un qui va faire les courses à notre place. Et pour expliquer spécifiquement quelquefois le matériel dont on a besoin et que lui n'a pas bien compris, on se retrouve à acheter des choses qui ne nous servent pas. Voilà. On doit faire des tests en arrivant en escale, on doit faire des tests avant de repartir pour rentrer chez nous quand on est en rotation. On doit remplir des papiers et ça met beaucoup plus de contraintes et de difficultés sur les déplacements. D'accord, très bien. Eh ben, merci. Alors, je vais prendre une dernière question. Donc, c'est Torquia de la classe de Virginie Delienne qui demande si vous avez déjà cassé un bocal dans lequel vous mettez le plancton. Oui, ouais. À plusieurs reprises. On essaie de ne pas casser les bocaux dans lesquels on met le plancton. On fait très attention, mais c'est vrai que parfois, quand le bateau il bouge beaucoup, par exemple, il y a tout qui bouge sur le bateau. Dès que tu poses quelque chose, 5 minutes après, il est par terre si tu n'as pas fait attention. Donc, ça arrive que par accident, on ait cassé des bocaux. Mais généralement, on prévoit et du coup, on en prend plusieurs. Donc, quand on en casse un, on en a quelques-uns qui sont prêts pour rattraper le coup et pas perdre la donnée. C'est une bonne idée. C'est noté. Et en parlant de petit imprévu, j'ai une question de Bastien qui demande si le capitaine qui dirige le bateau s'est déjà endormi. Jamais, il dort jamais. C'est celui qui a les 5 sens les plus éveillés parce qu'il a la charge du bateau et de l'équipage et du matériel. Donc c'est une grosse responsabilité, surtout dans les endroits exposés comme on était en Antarctique. Ça. Mais c'est pas toujours le capitaine qui va conduire le bateau. La nuit, par exemple, tous les marins se relaient pour conduire le bateau, pour que le capitaine puisse dormir un peu quand même. Il dort pas forcément bien, mais il dort quand même. C'est noté. Eh ben, merci à tous. Alors, pour terminer, je vous invite, on va retourner sur le petit quiz. Donc là, c'est si vous voulez dire un mot à l'équipage pour les remercier. Voilà, vous pouvez noter ce qui vous a le plus plu dans cet échange. Donc là, c'est à vous de taper un petit mot et vos petits mots vont apparaître à l'écran. Donc, vous pouvez retourner sur menti.com, toujours avec le code. Normalement, vous n'avez pas besoin de rentrer le code si vous avez gardé l'onglet ouvert. Et donc là, c'est à vous de marquer un petit mot. Donc alors, on va voir, ça va s'afficher à l'écran juste après. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci aux classes, merci l'équipage. Alors, on a 3 mots qui viennent d'arriver. Bonne chance, merci, bravo.
Alors, on a une classe qui a répondu, on va attendre les autres. Bon courage. Merci. Quand c'est en gros, c'est que le mot a été utilisé plusieurs fois. Alors, bon, c'est bien, c'est chouette, vous avez appris plein de choses. Bon courage. Vous êtes sympathique. Vous êtes gentil. J'ai l'impression que ça vous a bien plu, bah, tant mieux. Alors, ça change tout le temps de sens. En tout cas, merci à tous. Le merci apparaît en gros. Merci pour votre participation. Et merci à tous. Merci à l'équipage, aux marins, aux scientifiques. Et bah, du coup, bon courage à tous. Bonne journée à Punta Arenas. Et bonne soirée aux écoles en France parce que c'est bientôt la fin de la journée.